Bienvenue à toutes et à tous, puis merci pour votre présence en grand nombre aujourd'hui et aussi pour beaucoup de l'inscription pour cette activité, cette conférence donc, qui va porter sur l'enjeu de la contamination des biosolides au PFAS au Québec. Donc aujourd'hui, notre activité, elle va se dérouler en deux temps. Pendant la première demi-heure, on va avoir donc Sébastien Sauvé, qui est professeur en chimie environnementale à la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal, qui va nous faire donc une présentation sur les PFAS dans les biosolides au Québec et donc pour le milieu agricole. Et puis la seconde partie, en fait, sera sous forme de discussion entre Sébastien et Mohamed Rouma, qui est professeur à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal et qui est aussi co-directeur de la chaire de recherche en salubrité des viandes. Puis on va essayer de répondre en fait aux très nombreuses questions qu'on a reçues lors de vos inscriptions, donc sous forme un petit peu d'une discussion. Vous aurez aussi la possibilité, si jamais on ne répond pas à vos questions, de poser aussi des questions qui vous resteraient en utilisant la fonction Q&R de Zoom. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions et on essaiera de les faire passer aussi au fil de la discussion. Puis on aimerait d'ailleurs vous avertir que certainement que vu le nombre de questions qu'on a reçues, on va un petit peu déborder après 13 heures. Donc si vous pouvez rester, ce sera très chouette. Sinon, en fait, l'événement va être enregistré et il sera rendu disponible sur le site du laboratoire d'innovation Construire l'avenir durablement de l'Université de Montréal, dont en fait je suis la coordinatrice. Donc, très rapidement, je vais laisser la parole à Sébastien pour sa présentation. Et c'est ça, n'hésitez vraiment pas à écrire toutes vos questions dans la section questions et réponses. Merci Manon. Ça me fait plaisir de vous accueillir. On est beaucoup de monde dans la salle, très heureux de tout ça. L'objectif ici, c'est certainement je ne sais pas si c'est l'émoi ou les réponses au reportage qu'il y a eu avant Noël. On nous ont tous un peu surpris. Et donc, là, je voulais juste clarifier des choses et bien expliquer pour qu'on comprenne le mieux possible ce dont on parle. Donc, sans plus tarder, laissez-moi arranger mon écran. Donc, un des enjeux, il y a eu certainement une part de la contamination au PFAS. On a découvert un peu les PFAS tout d'un coup avec les émissions, mais bon, les incertitudes au niveau et les inquiétudes au niveau des PFAS sont partout dans le monde maintenant. Donc, moi, dans mes messages, je veux vraiment passer le message clair qu'il y a certains biosolides qui sont aussi propres que les matières résiduelles fertilisantes qu'on connaît bien comme les fumiers. Puis, il faut, dans nos besoins, là, bien identifier les sources de biosolides ou les matières résiduelles fertilisantes, là, les MRF, qui sont contaminées, puis contrôler l'épandage de ces matières-là. Et donc, ensuite, j'ai eu beaucoup de requêtes et de gens qui se posent des questions puis qui sont inquiets, puis qui ont un peu raison. Il faut qu'on réussisse à analyser les sols, les gens qui ont reçu des biosolides pour répondre à leurs questions, les rassurer si effectivement, probablement, la majorité des cas, il n'y a pas de problème, et bien les accompagner s'il y a effectivement, à l'occasion, un problème de PFAS. Donc, tout ça, ça s'inscrit dans un projet de recherche. Un projet de recherche que je mène avec mes collègues au ministère de l'Environnement, le MAPAC, le Centre de transfert technologique de l'eau, Fitronix et plusieurs villes qui sont partenaires. Donc, c'est un gros projet de recherche. Et dans ce projet de recherche-là, on vise vraiment à essayer de définir des seuils maximums pour les contaminants émergents, pas juste les PFAS, mais dans la question qui nous inquiète aujourd'hui, c'est surtout les PFAS qui prennent la place, et de voir avec des données probantes qui seraient basées sur les risques, donc qui vraiment nous expliqueraient quand est-ce qu'il y a un danger ou pas, ou qu'il y a des risques ou pas. Mais faire tout ça, c'est des projets exhaustifs, ça prend 3 à 5 ans minimum. Il faut qu'on évalue le transfert entre le sol et la plante, les risques pour les animaux d'élevage, les possibilités que les contaminants se transfèrent vers la nappe phréatique, les risques pour la faune, notamment les vers de terre quand on est en milieu agricole comme ça. Et bon, on a vu les mois du milieu agricole et les enjeux que tout ça a élevé. Je pense qu'il faut qu'on essaie de trouver des pistes de solutions plus simples et plus rapides qu'un projet de recherche de 3 à 5 ans. Ça n'enlève pas le besoin du projet de recherche, mais je pense qu'il faut qu'on
qu'on trouve ensemble comment on avance pour l'été qui vient. Petite question de vocabulaire. Je vais utiliser le terme biosolide, bout d'épuration, qui sont plus ou moins interchangeables. Matière résiduelle fertilisante ou MRF dans son terme un peu plus petit, qui, dans ce cas-ci, inclut biosolide, bout d'épuration, mais va inclure aussi des fumiers et toutes sortes de résidus qu'on apporte aux champs pour fertiliser nos champs agricoles. Les PFAS, ça vient de l'anglais, de pair and polyfluoroalkyl substances, en français des substances alkylées paires ou polyfluorées. On peut s'amuser à faire l'acronyme en français, mais je vais rester avec PFAS ou PFAS, l'acronyme anglophone. Et l'acronyme francophone est déjà pas nécessairement facile non plus à dire en bouche. Déjà que PFAS, ce n'est pas le meilleur. Donc, il y a une nécessité dans tout ça pour moi, de mon point de vue, d'économie circulaire. L'incinération des bouts d'épuration est une aberration dans le contexte de la lutte au changement climatique. Là, on utilise des produits pétroliers pour brûler une boue qui est pleine de carbone. Donc, c'est comme en termes de bilan carbone, c'est affreux. Il y a un risque de contamination de l'eau souterraine avec l'enfouissement. Donc, si on met les boues qui sont contaminés au PFAS dans le site d'enfouissement, il y a des risques que les PFAS circulent et contaminent la nappe phréatique. Puis, en plus, on manque d'espace dans nos sites d'enfouissement. Et dans vraiment une perspective de circularité, il faut qu'on récupère l'azote, le phosphore, le potassium, la matière organique qui est dans ces produits-là pour nourrir nos sols. Et en plus, ça nous permet de remplacer des engrais chimiques qui viennent souvent de mines pour le phosphore ou de produits pétroliers qui sont utilisés pour produire les engrais d'azote. Donc, je pense que d'interdire complètement la valorisation des biosolides, ce n'est pas nécessairement la bonne façon. Je pense que ce serait plus une erreur. Mais il faut trouver comment on peut protéger nos sols et éviter de les contaminer, comment on peut trouver l'intermédiaire où on utilise les bénéfices que ces produits-là ont, mais on ne s'expose pas aux risques qui sont associés aux PFAS et aux autres contaminants. Là, il y a d'autres contaminants qui pourraient éventuellement nous inquiéter. Donc, dans les questions, il y a beaucoup de questions sur les biosolides, etc. Et bon, j'ai pris la peine ici de vous mettre le lien vers le guide de recyclage matières résiduelles fertilisantes et avec toutes les réglementations qui sont associées. Et c'est très bien réglementé pour les contaminants chimiques, pour les pathogènes, pour les odeurs, pour les corps étrangers. Par contre, les contaminants émergents, et là, dans ce cas-ci, ça peut être les PFAS, les hormones, les plastiques, les médicaments, les terres rares, par définition, les contaminants émergents, ou une des définitions à tout le moins, c'est des contaminants pour lesquels on n'a pas toute l'information qu'on voudrait pour bien les réglementer. Et donc, c'est presque intégré dans leur définition qu'on n'a pas nécessairement de critères clairs ou de façon très claire de les réglementer. Et donc, on est dans cette zone où on commence à avoir assez d'informations pour les PFAS pour s'inquiéter, mais on n'a pas toute l'information qu'on voudrait pour savoir exactement comment réglementer dans les biosolides. On est à cet intermédiaire où on est avec l'intérêt est très, très émergent pour ces contaminants-là. On n'a pas tout ce qu'on voudrait. Donc, rapidement, on ne fera pas un cours de chimie, mais on a ici une description d'une molécule de PFAS et on voit que c'est une longue chaîne de carbone où presque tous les liens dans ce cas-ci de carbone sont saturés avec un fluor. Donc, ce lien CF est très, très stable en chimie organique. Ça rend les molécules très stables au niveau de la chimie, la résistance chimique, la résistance thermique. Il y a une utilisation industrielle très, très importante. Des molécules qui sont synthétisées depuis les années 40 environ, donc il n'y en avait pas avant. Et il n'y a pas de mécanisme connu là, pour en produire. Donc, naturellement, ça n'existe pas. Là. Des PFAS naturels ou un bruit de fond naturel de PFAS, ça n'existe pas. Tout ce qu'on peut mesurer dans l'environnement, il y a certainement des bruits de fond, mais c'est des molécules qui ont été synthétisées dans un laboratoire par des chimistes quelque part.
Le R sur ce truc-là, c'est un groupement fonctionnel. Donc, c'est quelque chose qui peut changer selon la structure de la molécule et donc, ça fait des petits changements dans les molécules. La longueur de la chaîne peut varier, donc on peut s'amuser. Pourquoi on s'inquiète des PFAS? Il y a des impacts sur la santé. Donc, clairement, dans le métabolisme des gras et donc potentiellement les problèmes de cholestérol, l'hypertension, certains cancers, certains problèmes de thyroïde, certaines associations de malformations congénitales. Et bon, vous pouvez aller voir Dark Waters sur Netflix si vous voulez vous en convaincre. Celui qui nous intéresse le plus, c'est la diminution de la réponse immunitaire. Pas parce que c'est plus inquiétant le système immunitaire qu'un cancer. Là. Le cancer reste très inquiétant, là, il n'y a pas de doute. Il nous intéresse le plus parce que c'est le plus sensible. Ça se trouve à être l'élément dans tout ça qui dirige les critères et la toxicologie à cause de la grande sensibilité. Et c'est en partie parce que il y a énormément de gens qui sont vaccinés et donc c'est assez facile de faire des corrélations entre la réponse au vaccin, les teneurs dans le sang, puis de faire des démonstrations d'effets. Donc, quand on regarde les molécules, les PFAS sont regroupés en plusieurs familles. Donc, il y a vraiment un nombre surprenant de familles. Dans chaque famille, selon la longueur de la chaîne, il y a plusieurs molécules apparentées là, de la même famille. Il y a au-delà de 4, 5, 10 000 variantes de molécules de PFAS, donc il y en a beaucoup. Et il y a même un exemple ici dans la boîte rouge où on a la même molécule qui peut avoir 2 ou 3 noms différents pour rajouter une petite dose de complexité. Dans mon labo, on fait 77 PFAS avec des analyses ciblées là, pour lesquelles on a des étalons, mais on peut en faire beaucoup plus en analyse non ciblée où on n'a pas nécessairement d'étalons ou de composés pour comparer, mais on peut vérifier avec les masses moléculaires qu'on pense avoir les molécules. Je souligne ici le PFOS et le PFOA, qui sont les 2 vilains initiaux qui ont été bannis comme polluants organiques persistants dans la Convention de Stockholm. Mais je veux juste vous montrer la multitude de composés. On ne peut pas cibler uniquement ces deux molécules-là. Il faut vraiment intégrer une liste élargie de PFAS si on veut bien considérer les problèmes des PFAS. Ensuite, ici, on a fait une petite publication avec le recueil des normes de PFAS dans l'eau potable. Et donc, vous voyez ici que ça varie beaucoup. Il y a, selon les réglementations, des fois, on réglemente juste PFAS ou PFOA. Des fois, on rajoute d'autres molécules. Des fois, c'est une sommation et les niveaux varient énormément. Et c'est important de comprendre qu'en ce moment, les réglementations pour les PFAS sont en ébullition. À peu près tous les ministères de l'environnement et de santé sont en évaluation de ces critères-là ou en réévaluation ou en ajustement. Un élément majeur, ça a été l'annonce en juin dernier, par l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis de cibles santé pour PFOA et PFOS qui sont, vous les voyez à l'écran là, 0,004 nanogrammes par litre. Et bon, ceux qui sont habitués avec ces unités-là, il n'y a pas d'erreur. On est vraiment avec des trucs où on est 1000 fois ou 10 000 fois plus bas que les critères d'eau potable qui sont à l'écran. Donc, ce que ça a comme impact, ça, c'est de dire qu'il faut vraiment réduire l'exposition. Gardez en tête que ce chiffre-là, ce n'est pas un critère d'eau potable, c'est une espèce de cible santé. C'est un peu différent, c'est une espèce de souhait de ce qu'il faudrait cibler. Et bien, ça donne bien ou étrangement, là, mais hier, Santé Canada a mis en ligne une ébauche d'objectifs pour la qualité de l'eau potable au Canada pour les PFAS. Et je souligne un petit extrait là. Il est recommandé que les stations de traitement, c'est l'eau potable dans ce cas-ci, s'efforcent de maintenir les concentrations de PFAS dans l'eau potable au niveau le plus bas qu'il soit raisonnement possible d'atteindre. As low as reasonably achievable en anglais. Donc ça, c'est recommandations de Santé Canada. Donc, on a beaucoup d'informations en ce moment pour déterminer nos seuils dans l'eau potable, mais beaucoup moins pour les biosolides. Donc, il faut qu'on essaye de trouver comment on peut gérer ça. Mais il y a quand même une recommandation ici de Santé Canada de garder ça le plus bas possible qu'on peut garder en tête. Ensuite, où est Charlie?
Donc, notre Charlie ici, c'est les PFAS. Et donc, dans ce cas-ci, ben, c'est partout. La réponse était assez simple. Il y en a certainement en anti-adhésif, Teflon, Tefal sur nos poêles et nos instruments de cuisine. Il y en a dans la neige, il y en a dans la pluie, tout simplement parce qu'il y en a partout. Puis même la neige qui tombe, la pluie qui tombe est contaminée au PFAS. Il y en a dans les vêtements, là, tous les textiles, surtout les textiles de sport, tout ce qui respire bien puis qui est imperméable à l'eau est habituellement traité au PFAS. Il y a plein de produits pour que nos skis glissent bien ou toutes sortes d'instruments. Quand on veut que ça glisse bien, on va rajouter une petite couche de PFAS. Il y en a beaucoup aussi dans la restauration minute, le fast-food et tous les petits emballages, tout ce qui est en papier ou en carton qui résiste à l'eau et aux graisses, c'est fort probablement traité au PFAS. Les textiles de Scotchgard aussi, donc dans ce cas-ci, non pas pour respirer comme les vêtements de sport, mais pour être anti-tache. Là, il va y avoir un traitement au Scotchgard. Et il y a certains cosmétiques qui ont des niveaux, et ce n'est pas tous, là, mais certains cosmétiques qui ont des niveaux de PFAS qui font peur. Ensuite, si jamais vous êtes un peu inquiet que vos niveaux de PFAS dans votre corps, dans votre sang, sont en train de baisser et que vous voudriez que ça remonte un peu plus vite, ben, il y a vraiment un truc, c'est de prendre du popcorn. Le popcorn au micro-ondes, le sac est enduit de PFAS. Et donc, quand on chauffe le sac au micro-ondes, le gras pour faire éclater le popcorn va chauffer les PFAS, les exciter, les extraire du sac et les amener dans le popcorn. Peut-être un élément ici que je ne veux pas oublier, les PFAS, ils viennent de partout. Ils ne viennent pas des biosolides. Parce qu'on en a utilisé partout, les PFAS se ramassent dans nos biosolides à l'occasion. Donc, c'est vraiment une grosse nuance que je voulais corriger. Les biosolides deviennent un peu le réceptacle de ça ou la fin de vie des biosolides, mais ce n'est pas la source initiale. La source initiale, c'est tous nos produits de consommation et les procédés industriels qui sont en arrière, qui contaminent. Et évitez, s'il vous plaît, le popcorn dans des sacs au micro-ondes. Vous pouvez le faire au micro-ondes, mais sans sac. Le début de tout ça a commencé avec une étude en France. J'ai présenté les travaux à Paris et les collègues de l'INRAE me demandaient si on pouvait faire des analyses de PFAS. D'ailleurs, j'en ai vu en ligne, je les salue. Il y a quelque part où c'était vraiment une belle opportunité. Eux avaient un design expérimental où ils avaient plein d'échantillons et on a pu mesurer les PFAS. Là, ici, dans cette figure-là, on voit qu'entre 97, 2011, 2013, les couleurs changent. Les couleurs représentent des familles de PFAS. Et donc, on voit que même sur une échelle de 20 ans, entre aujourd'hui et 97, là, j'arrondis, il y a une évolution très, très grande dans la nature des PFAS qui sont utilisés. Donc, on voit qu'il y en a des nouveaux, il y a moins de molécules anioniques, il y a plus de zwitterions. Les méthodes normalisées, certifiées, standards qu'on connaît, ne ciblent pas encore ou très peu ces nouveaux PFAS. Et ici, ça, c'est les données qu'on a colligées dans les travaux avec les produits de France. Donc, ça, c'est toutes sortes de matières résiduelles fertilisantes d'origine française. Bon, c'est France, l'Hexagone et les territoires. À gauche, vous avez toutes sortes de produits qui sont d'origine agricole. Donc, c'est des amendements agricoles, principalement des fumiers de ferme de différentes sortes d'animaux. Et vous voyez que les concentrations sur l'axe des Y vont de 0 ou de presque 0 à 2 ou 2,5. Donc, ça, c'est la marge de concentration. Et les couleurs reflètent aussi encore là la nature ou les sortes de PFAS. À droite, c'est des composts municipaux, donc soit des composts de résidus de table ou des résidus organiques, ou carrément des biosolides municipaux compostés ou autres ou mélangés. Mais c'est vraiment le contraste entre les deux qui est intéressant. Et là, ça vaut la peine d'encercler les concentrations. Donc, vous voyez bien que d'un côté, c'est un maximum de 2,5. De l'autre côté, c'est un maximum de 1400.
Donc, il y a une énorme différence entre des produits agricoles qu'on peut présumer relativement propres, mais qui ne sont jamais à zéro, là. Il y a toujours un petit bruit de fond qui est présent parce que les PFAS sont partout. Et de l'autre côté, dans les composts municipaux, il y a des pics, il y a des concentrations qui sont très élevées, mais on voit aussi qu'il y a quand même un paquet de produits qui sont très bas ou qui sont relativement bas. C'est difficile de voir sur ce dessin-là. Donc, on voit qu'on a un peu les deux. Et donc, une des particularités, clairement, il faut le mentionner, ça, c'est en France. Et donc, la France il a des usines, ils produisent des PFAS, et donc, c'est clair que les biosolides de la ville où on produit des PFAS, notamment Lyon, pour ne pas la nommer, sont plus inquiétants que ce qu'on peut avoir, nous, au Québec. Au Québec ou au Canada, il n'y a aucune usine qui produit des PFAS. Donc, on a clairement ce souci-là de moins. Par contre, on a certainement des usines et des procédés qui vont en utiliser. Donc, on va en importer, puis on va les utiliser. Et donc, il y a quand même un risque que nos eaux usées aient des résidus qui viennent d'usines qui en auraient utilisé. C'est quand même des concentrations et des niveaux moins inquiétants quand c'est juste une utilisation qu'une usine qui vraiment en produit, comme on a dans la vallée de la chimie de Lyon ou qu'on a en Virginie occidentale aux États-Unis. Ensuite, moi, pour essayer de comparer ou avoir une idée, je suis allé carrément dans des centres de jardin, dans des quincailleries, et j'ai acheté des composts de commerce dans des sacs. Et on s'est amusé à mesurer combien de PFAS on pouvait voir et quantifier dans ces produits-là. Et on voit là que ça va entre 2 et 12, grosso modo, selon les produits. Puis là, ça, c'est du fumier de crevettes compostées, c'est du fumier de mouton composté avec du peat moss, c'est du fumier de poulet. C'est vraiment toutes sortes de mélanges de ce qu'on peut acheter dans des sacs, dans des centres jardins. Donc, je n'ai aucune prétention de dire que c'est la réponse définitive de ce qu'il y a dans des matériaux propres, mais ça nous donne quand même une petite idée de ce qu'on peut voir dans les matériaux qui, a priori, auxquels on ferait confiance. Ensuite, ici, ça, c'est des données de PFAS dans les boues primaires. Donc, ce que je veux dire par là, c'est vraiment dans une station d'épuration. On est dans les régions urbaines, donc ça, c'est des grandes villes autour de Montréal. Donc, c'est vraiment des très grandes villes autour de Montréal. Et on voit que la somme des PFAS, dans ce cas-ci, on monte à 3,5 dans un cas, on est à 0,5 puis à 0,1 ou 2 dans un autre cas. Donc, on voit qu'on est très bas, plus bas même que les composts que j'ai achetés en quincaillerie et dans des niveaux très comparables de ce qui était dans les amendements ou les MRF de l'étude en France. Donc, ça existe là, des biosolides, ou à tout le moins, ce qui sort d'une ville peut être propre. Donc, c'est le message que je voulais clairement répéter ici. Ici, dans cette usine qui est propre, la moyenne de ce qui sort de ces usines-là, c'est un peu la distribution des différents PFAS. J'ai mis les 20 plus présents. Et donc, on voit que c'est vraiment bien distribué et qu'on a plus ou moins pas le choix que si on veut bien caractériser ces produits-là, il faut faire une analyse exhaustive de plusieurs PFAS. Parce que là, j'ai mis juste le top 20 des PFAS, donc il y en a d'autres. Et donc, dans ce cas-ci, il y en a un, là, il y a peut-être le PFBA qui domine un tout petit peu, mais ce n'est pas flagrant. Ensuite, des biosolides du Québec. Et ici, j'ai répété, là, urbain et ABC, c'est les mêmes produits que tantôt. Donc, ça, c'est des boues primaires de grandes villes autour de Montréal qui sont propres. Ce n'est pas tout à fait la même chose que des biosolides, là, parce que c'est vraiment la boue qui sort de l'usine, mais c'est la matière première pour produire les biosolides. Le Rural A, c'est un équivalent, donc c'est une boue primaire, mais d'une ville moyenne en milieu rural. Donc, on n'est plus dans la région de Montréal. Et là, on voit qu'il y a une bonne différence. Donc, on peut présumer que dans cette ville-là, il y a une ou plusieurs usines qui utilisent des procédés qui intègrent des PFAS. Donc, parce que là, c'est la même chose. C'est le produit tel qu'il sort à la station d'épuration après le traitement de la station d'épuration. Et ensuite, vous avez 6 biosolides différents. Donc, vous voyez 3 qui sont très bas, là, qui nous arrivent entre 1 et 10. Donc, il y en a 3 qui sont équivalents à ce qu'on a dans nos composts ou dans des amendements de ferme
fumier ou autre qu'on est habitué de voir. Puis on en a 3 où les concentrations sont un peu plus élevées. Et donc, on va de 50, 100 à 150. Donc là, il y a clairement, il y en a un peu plus. Et là, c'est difficile avec les données qu'on a de dire quelle concentration va être correcte, qu'est-ce qui est la limite qui va empêcher un transfert vers le maïs ou vers les céréales qui vont nourrir les animaux puis qui vont éventuellement avoir des traces mesurables dans le lait, dans la viande, dans la ferme, dans le puits à côté de la ferme. C'est difficile à dire, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a des biosolides, autant les urbains à gauche que certains des biosolides à droite, là, qui étaient des produits finis, prêts à faire à mettre en épandage, ou qui l'ont même probablement déjà été, qui étaient très bas. Donc, il faut départager. Là, le défi ici, c'est qu'il faut qu'on trouve comment on peut départager ceux qui sont propres et ben, ceux qui le sont moins. Ici, je vous mets le plus élevé dans la page précédente. J'ai fait l'espèce de croissant ou de tarte avec les différentes sortes de PFAS. Et là, on voit bien que le rose fuchsia, bon, je ne sais pas comment dire, le rouge rosé, c'est le ETFOSA qui domine très, très, très largement. Et dans ce cas-ci, bon, on a le PFOA qui est à 5 qui est un de ceux qu'on veut bien surveiller et qu'on connaît bien, et le PFOS qui est à 1,4 et qui ne faisait même pas le top 20 dans cette liste-là. Et donc, je répète le message, on ne peut pas juste mesurer ou cibler PFOA ou PFOS parce qu'on manque complètement l'histoire qui se passe. C'est comme ces 2 molécules-là ont été bannies il y a une quinzaine d'années, ben maintenant, il faut vraiment mesurer les produits alternatifs qui sont utilisés dans l'industrie parce que c'est eux qui apparaissent dans l'environnement. Donc, c'est quoi les suites? Ben, on a besoin de données. Donc, il faut élargir cette série d'échantillons. Moi, je vous ai présenté quelques données. Donc, j'ai fait des analyses de biosolides de centres de digesta avec des éléments que le ministère de l'Environnement m'a fournis. Donc là, on est en train de mieux comprendre d'où ça vient, comment on explique, comment on valide ces données-là. On va probablement répéter les analyses pour avoir tout en duplicat et être certain de nos trucs. Les tendances ne changent pas. On a des produits qui sont propres, des produits qui sont contaminés. Il faut trouver comment on peut différencier ce qui est normal ou ce qu'on pourrait considérer comme normal sans être trop inquiet et qu'est-ce qui est trop élevé ou auquel cas, là, on ne veut pas mettre ça dans nos sols agricoles. Moi, je pense qu'en même temps, il faut qu'on fasse une collection et une analyse de MRF traditionnelle, ce que nos producteurs agricoles sont habitués d'utiliser, hein, donc des fumiers de toutes sortes d'origines de partout au Québec, et de bien documenter qu'est-ce qu'il y a dans des fumiers. Qu'est-ce qu'il y a dans ce que le milieu agricole connaît bien et maîtrise bien. Et je pense que dans une approche initiale, il faut qu'on faut qu'on se limite aux biosolides qui ont des concentrations de PFAS qui sont à des niveaux très bas, comparables à ce qu'il y a dans nos fumiers. Et je serais parfaitement rassuré si j'avais de la famille qui était agriculteur puis qui acceptait des biosolides qui sont avec les mêmes niveaux que des fumiers très bas. Là. Moi, ça, je n'aurais pas de souci. L'enjeu, c'est beaucoup plus ceux qui sont plus contaminés. Ceux-là, il faut vraiment les identifier puis il faut pas mettre... Le temps qu'on a bien trouvé le seuil, là, quand il y en a trop, je pense qu'il ne faut pas mettre ça sur nos sols agricoles, le temps de bien comprendre tous les enjeux. Donc, un seuil intérimaire, ça nous permettrait de départager les biosolides qui contiennent des PFAS au-delà du niveau ambiant. Je pense qu'il faudrait attendre d'avoir plus d'informations sur les risques avant d'utiliser les autres en milieu agricole. C'est ceux qui sont avec des concentrations plus élevées. Et là, il y a probablement une zone où c'est clair, il y en a qui vont être très élevés. On va dire non, on ne touche pas à ça, il faut trouver autre chose. Puis il y a probablement une zone entre les deux, où il y en a un petit peu plus que la norme, mais il n'y en a pas beaucoup plus. Et probablement qu'il y a un certain nombre de ces produits-là qu'on pourra éventuellement, quand on aura bien répondu aux questions, les utiliser.
Mais dans l'intermédiaire, tant qu'on n'aura pas répondu à toutes ces questions-là, c'est probablement mieux ceux qui en ont un petit peu plus que le niveau de fond ou le bruit de fond attendre pour être certain qu'on ne crée pas de problème pour nos fermiers. Et donc, un petit peu là, je pense l'autre ligne, je répète un petit peu, l'idée c'est de identifier les biosolides qui, à tout moins pour les PFAS, sont équivalents à nos fumiers. Il ne faut pas oublier, là, il y a d'autres aspects à respecter, il y a d'autres critères. Là. Il ne faut pas, juste parce qu'il n'y a pas de PFAS, penser que tout est beau. Là. Il y a des métaux, puis il y a d'autres trucs qui pourraient être problématiques qu'il faut vérifier, mais ça, on gère bien déjà. Un truc que je veux proposer, en discussion avec autant le ministère de l'Environnement que le MAPAC pour voir comment on peut faire ça, puis s'assurer que les fermiers, les producteurs, les gens qui veulent participer n'aient pas à payer pour. Donc ça, je ne peux pas vous le promettre, mais c'est dans les démarches et dans les discussions avec les ministères concernés. L'idée, ce serait d'avoir un programme de suivi volontaire pour les sols dans une approche de science participative. Et la science participative, ça veut dire que les gens qui veulent participer vont pouvoir recevoir des indications, on va leur expliquer comment échantillonner les sols, ils vont nous envoyer des échantillons, on va faire l'analyse et avec ça, on va pouvoir leur donner une rétroaction pour leur dire, écoutez, oui, vous avez reçu des biosolides pendant 5 ans, mais là, ce qu'on voit dans vos sols, c'est à peu près les mêmes niveaux qu'ailleurs ou que dans les champs qui n'en ont pas reçu, inquiétez-vous pas. Ou oui, vous en avez, ça a augmenté un tout petit peu, mais de ce qu'on juge, il n'y a pas d'enjeu. Ou peut-être dans quelques rares cas, il y a des gens qui ont reçu des biosolides qui étaient particulièrement contaminés. Et là, il faudra voir comment on gère ces cas-là au cas par cas. Mais c'est clair qu'avec les chiffres qu'on voit, c'est pas tout le monde là, qui va avoir ça. Ça va être l'exception qui va avoir un petit problème. Donc, je pense qu'on veut à travers ça aussi avoir une analyse géospatiale de ce qu'il y a à travers le Québec, les différentes régions du Québec. Donc, d'un côté, la science participative va faire que, j'espère, et vous serez invité à vous inscrire, là, il y aura un lien après le webinaire pour vous inscrire. On aura une représentation un peu partout au Québec, mais il devra y avoir aussi un exercice que j'essaie de coordonner avec le MAPAC pour avoir un bon portrait qu'il n'y aura pas de région ou de conditions qu'on va oublier pour qu'on puisse bien déterminer c'est quoi qui est normal dans des sols agricoles au Québec en termes de PFAS. Bon, pour essayer de conclure puis de garder du temps là, pour répondre aux questions, il faut vraiment qu'on détermine les seuils de concentration de PFAS qu'on peut considérer comme normaux et inévitables ou des concentrations normales ou des seuils normaux et inévitables. Et on n'a pas le choix. Là. Il y a des trucs, c'est inévitable. Il y en a partout. On est tous exposés. Il y en a dans notre eau potable, il y en a dans notre sang, il y en a dans notre nourriture. Donc, il faut qu'on accepte qu'il faut qu'il y en ait un petit peu, mais en même temps, il ne faut pas qu'on accepte d'augmenter puis d'empirer la situation. Donc, il ne faut pas que les sols, à travers les biosolides, deviennent l'exutoire pour accumuler des PFAS. Je pense qu'il faut continuer de valoriser pour le moment les biosolides qui ont des concentrations de PFAS qui sont normales et comparables à nos fumiers. Il faut, dans les cas où ce serait contaminé, hein, mon dé est un peu étrange, les PFAS, les biosolides qui ont des PFAS, il faudra voir pour changer les pratiques industrielles, est-ce que l'usine qui utilise des PFAS puis qui contamine toutes les eaux usées de la ville, est-ce qu'il y a moyen qu'ils changent leur procédé ou est-ce qu'on peut traiter les eaux de cette usine-là pour enlever les PFAS à l'usine ou est-ce qu'il y a des options de traitement pour les biosolides de toute la ville? C'est peut-être pas impossible, mais les questions de coût, c'est clairement plus simple de traiter les biosolides juste à une usine que de traiter le volume complet de toute une ville. Mais là, il faudra voir, c'est un peu du cas par cas. Et les PFAS, ils viennent de partout. Hein? Donc, je pense qu'il faut qu'on fasse notre travail pour les utiliser en biosolides, mais voir comment on peut utiliser les biosolides puis départager les cas où les biosolides sont contaminés. Mais il faut qu'on réfléchisse à interdire l'ajout de PFAS dans... Et là, j'ai mis l'exemple, mais il y a des utilisations qui sont probablement
importante et pas facile à remplacer pour éteindre des feux d'hydrocarbures, des feux chimiques. Il y a des usages en aviation comme agent anticorrosion, donc des fois des plaquages de métaux, mais dans des cosmétiques, pour avoir un fond de teint hydrofuge et que si on pleure, il va rester beau, pour emballer des hamburgers, ben là, je ne suis pas sûr, ou du popcorn. Donc, je pense que même pour nos vêtements de sport, est-ce qu'on a vraiment besoin de traiter tout ça avec des produits chimiques? Donc, je suppose que la question, poser la question, c'est y répondre, mais je pense qu'il faut qu'on attaque ces côtés-là aussi en même temps. Donc, dans les suites, on va vous partager après la présentation, soit dans le chat, soit par retour de courriel, un lien pour vous inscrire au programme d'analyse des sols pour ceux qui sont intéressés. On pourra vous faire suivre l'étude que j'ai présentée sur les PFAS dans les biosolides et la revue de littérature que j'ai évoquée doucement sur les méthodes d'analyse des PFAS dans l'eau. C'est une revue de littérature sur les PFAS dans l'eau, pas dans les sols. L'enregistrement vidéo sera disponible en ligne rapidement, là, mais le temps qu'on le fasse, là, prendre quelques jours et ça va être en ligne. On pourra vous envoyer le lien par retour de courriel. Et il y a un cours MOOC, cours massif en ligne gratuit sur les contaminants émergents. Et l'information vous sera aussi rediffusée. Pour ça, c'est un cours qui a déjà eu lieu il y a 2-3 ans et qu'on va redémarrer. Il y a clairement une section sur les PFAS et je pense bien que les gens vont pouvoir s'y intéresser. Et bien, on arrive aux questions. Merci. Merci infiniment, Dr. Sauvé, pour cette excellente présentation. Merci beaucoup pour les détails. C'est vraiment très intéressant. Je vois aussi le clavardage, beaucoup de questions. Donc, on va essayer de répondre à ces questions. Donc, je vais commencer avec une première petite question d'entrée de jeu. En fait, vous nous avez parlé des biosolides MRF. Mais pourriez-vous, en fait, nous rappeler les types de biosolides qui sont utilisés comme fertilisants sur les terres agricoles au Québec, au Canada? Puis, est-ce que les PFAS sont des polluants organiques persistants? Quelle est la rémanence de ces composés dans l'environnement? Pour ce qui est des différents produits, il y a clairement l'alternative de base simple, c'est des engrais chimiques. Donc, on utilise des engrais dans des sacs chimiques avec l'empreinte environnementale et le coût qui est associé. Ensuite, il y a tous les fermiers animaux, donc tout ce qui est toute ferme qui est que ce soit du purin, du fumier, peu importe, là, les animaux, les rejets sont riches et il faut les utiliser parce que sinon, de toute façon, on ne saura pas où les mettre. Ensuite, dans ce qui est les MRF un peu plus élargis, il peut y avoir des bouts de papetière, il peut y avoir des bouts qui viennent de biosolides municipaux, vraiment d'eau usée. Il y a différents traitements de stations dans les eaux usées, donc il peut y avoir des bouts de nature un peu différente selon le type de traitement d'eau usée qui est en place. Et donc, il peut y avoir aussi de la biométhanisation, donc il peut y avoir des digesteurs ou les résidus, après qu'on a utilisé les déchets pour faire du méthane, il reste encore un résidu qui a probablement, on présume, moins de contaminants émergents. On n'est pas certain que ça élimine beaucoup les PFAS. Là, leur surnom en anglais, c'est Forever Chemicals, donc ils sont assez persistants. Mais peut-être qu'il y a sûrement un peu de transformation quand même. J'en oublie. Il y a aussi tout ce qui est compost ménager. Donc, tous nos bacs et tout ce qu'on ramasse. Donc, ça, c'est une autre source qui peut être mélangée ou utilisée puis qui peut être valorisée au niveau agricole. Mais là, j'aurais un petit bémol pour les PFAS. J'ai une petite inquiétude parce qu'il y a quand même des risques qu'il y ait des plats compostables, qu'il y ait des emballages et qu'il y ait des produits qui sont traités au PFAS qui se ramassent dans le compost ménager. Et donc, ça, ce sera... Je n'ai pas de données, là, je vous dis, c'est plus une intuition de ce que je comprends de la situation, mais c'est quelque chose qu'on va certainement documenter, ça fait partie de ce qu'on veut faire. Donc, ce sont considérés comme des polluants organiques persistants, si je comprends bien.
puis ils sont des composés rémanents dans l'environnement. Et donc, si je reviens en fait à la classification des différents biosolides, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, au Canada, au Québec, dans le monde, est-ce qu'il y a des procédés pour la préparation de ces biosolides qui réduisent la concentration des phases dans ces biosolides? Est-ce qu'on a des procédés que… Ben, oui, il y a plusieurs procédés. L'industrie qui utilise ça font des suivis pour la maturité quand ils font composter et ils ont une série de paramètres qui vont vérifier. Okay. Mais les PFAS n'étaient pas réglementés, donc n'étaient pas vérifiés. Donc, il n'y a pas… Là, il y a comme on est à l'étape où il faut qu'on évalue les options technologiques en place. Est-ce qu'elles vont pouvoir faire quelque chose? Et je pense que si on veut une approche technologique, probablement qu'elle va faire plus de sens à la station d'épuration avant d'arriver avec le biosolide fini. Parce que de commencer à retraiter des biosolides prêts pour enlever des PFAS ou d'autres contaminants, c'est probablement très coûteux et je ne pense pas qu'au niveau financier, économique, ça va faire du sens. Mais de bonifier les traitements en place dans une chaîne de traitement existante, ça fait peut-être plus de sens, même si l'idéal, d'après moi, c'est d'identifier c'est quoi l'usine, c'est quoi le procédé, puis est-ce qu'il y a une alternative qui soit à base de silicone ou d'un autre polymère, ou est-ce qu'il y a quelque chose sans PFAS qui pourrait faire le même travail puis qui éviterait de contaminer les biosolides de toute une ville? OK, c'est parfait. Donc, vous nous avez parlé qu'il n'existe pas au jour d'aujourd'hui, en fait, au Canada, au Québec, d'une réglementation, en fait, pour les concentrations, les seuils des phases dans les biosolides. Mais pour vous, en fait, comment définissez-vous un biosolide propre qu'on peut utiliser comme fertilisant sur les terres agricoles? C'est sûr qu'effectivement, il y a pas, et il y a peu de réglementation dans le monde. Là. Il y a quelques bribes, là, mais pour le moment, nous, on n'a pas ça. Ce qui est clair pour moi, qui est propre, c'est si on fait là, 100, 200 fumiers à travers le Québec. Donc, on va avoir une variation, puis on va voir un petit peu, là, ça varie de quoi à quoi. Et donc, n'importe quoi comme biosolide qui serait dans les mêmes plages de concentration que nos fumiers propres, il faudra s'assurer qu'on n'a pas de fumier contaminé là, parce qu'il était sur une ferme un peu étrange. Mais si on en a 200, on va prendre le 95e percentile là, pour éliminer les plus hautes valeurs qui pourraient probablement avoir été contaminées par quelque chose. Et ça va nous dire exactement c'est quoi le bruit de fond ou la variabilité qu'on peut s'attendre dans des fumiers de ferme. Et pour moi, c'est clair que tous les biosolides qui sont dans ces plages de concentration-là, ils ne sont pas contaminés, il n'y a pas de problème. Là, est-ce qu'on peut se permettre d'aller au double? Peut-être que si on a des petites concentrations qui vont je ne sais pas moi, entre les chiffres qu'on voyait dans les composts, on allait entre 2 et 12. Est-ce que jusqu'à 20, peut-être que jusqu'à 20, c'est correct, ou un petit peu plus, un petit peu moins? Ensuite, là, il y a un jugement où est-ce qu'on arrête, ça va être un peu plus délicat. Mais si on est rendu à 100, à 200 ou à 500, c'est clair que là, on n'en veut pas. Là. Si moi, j'avais une ferme, j'en voudrais pas. Et donc, je pense que vraiment, la balise, ça va être de se comparer avec des fumiers, puis de dire, ben, quand on est proche de ce qu'on voit dans nos fumiers, puis les fermiers, ils vont continuer d'utiliser des fumiers, ils n'ont pas le choix, là, sinon ils vont les accumuler, là, ils n'ont plus le choix. OK. Puis, en fait, puisque dans l'introduction, vous nous avez parlé de fameux reportages avant les temps des fêtes, puis l'État de Maine, en fait, on se demandait sur quels critères s'est basé l'État de Maine pour mettre en place, établir sa norme. Donc, l'État du Maine, je pense qu'ils sont réagi à des cas extrêmes où il y avait des fermes qui ont été polluées de façon extrême et la réaction a été de bannir l'utilisation des biosolides. Et donc, quand je l'ai expliqué, je ne pense pas que c'est la bonne solution de bannir complètement. Mais à la défense du Maine, ils ont quand même mis en place aussi des réglementations pour interdire l'ajout de PFAS dans les produits en vente. Et donc, ils sont quand même cohérents dans l'approche et je pense que là, il y a des inspirations à utiliser dans ça, de dire, écoutez, là, et si on n'en veut pas dans nos biosolides, ben, arrêtons d'en mettre partout dans nos vies. Ce qui se ramasse dans nos biosolides, c'est ce qui se ramasse dans notre eau usée puis qu'on a utilisé. Ouais.
Donc, il faut être cohérent. Et donc, je comprends qu'il y a peut-être eu un mouvement de panique dans le Maine, mais les PFAS font peur à tout le monde, là, partout. C'est clair qu'en ce moment, il n'y a pas juste au Québec, c'est juste qu'on a comme découvert les PFAS en même temps qu'on a découvert qu'il y en avait dans les biosolides, puis on en importait des États-Unis. Donc, ça a fait une histoire où on a mélangé plein de choses en même temps. Et simplement, par rapport à ça, il y avait une question aussi, est-ce que les procédés d'évaluation aux États-Unis sont les mêmes d'ailleurs qu'on pourrait mettre en place au Québec? Bon, il y a des méthodes certifiées pour analyser les PFAS dans l'eau. Et donc, il y en a aux États-Unis, il y en a au Québec, il y a des laboratoires certifiés qui font les analyses de PFAS dans l'eau au Québec. Par contre, la plupart de ces méthodes-là ou de ces labos-là ne sont pas très sensibles. C'est des laboratoires privés qui ont des contrats et qui doivent rencontrer les limites de performance ou les limites de détection qui sont exigées par ces labos-là, par les gouvernements ou les agences réglementaires. L'enjeu, c'est que pour les biosolides, pour le moment, on n'a pas de méthode certifiée au Québec. Donc, les laboratoires qui font ces analyses-là, ils font une méthode qui est modifiée de ce qui est fait aux États-Unis puis qui est apparentée à ce qu'ils font dans l'eau. Et donc, les analyses de biosolides en ce moment au Québec ne sont pas certifiées. Il n'y a pas de méthode ou de labo certifié. Moi, ce que je fais, c'est j'utilise les approches qui sont utilisées aux États-Unis. Je mets du financement de l'Agence de protection de l'environnement américaine pour améliorer les méthodes, pour élargir le nombre de molécules qu'on mesure. J'ai forcément des limites de détection phénoménales, mais c'est l'objectif. Moi, je suis un labo de recherche, je veux comprendre les petits détails, je veux trouver les petits enjeux, les plus petits, ou les gros enjeux, là, mais je veux trouver les petits détails qu'au contraire, un laboratoire privé qui fait des analyses pour un client, bien, le client, il ne veut pas se faire dire qu'il y a des problèmes. Donc, il veut juste il veut respecter les normes réglementaires. Et donc, il y a un contraste très difficile de comparer ce qui se fait dans un laboratoire universitaire de très haut niveau avec des analyses de laboratoires privés standards. C'est délicat, mais c'est des enjeux où j'ai beaucoup de discussions avec le ministère de l'Environnement pour voir comment on aide, comment on avance, comment on s'inspire de ce qui se fait aux États-Unis et ailleurs pour avancer le plus rapidement possible. En parlant des méthodes d'analyse, puisque vous nous avez présenté quand même des méthodes avec une sensibilité extrêmement importante, donc moi je me mets à la place d'un producteur qui veut utiliser ces biosolides. Quel serait à peu près le coût des analyses, le temps requis pour en fait obtenir le résultat, puis en fait la quantité d'échantillons qu'il faut envoyer ou la qualité de l'échantillon qu'il faut envoyer au laboratoire? Tu as beaucoup de questions mélangées ici. Ben, en fait, je pense que si un fermier ou un producteur agricole veut accepter des biosolides, c'est probablement aux fournisseurs de faire la démonstration puis de payer l'analyse que ce qu'il veut lui fournir est propre. Donc, ce serait, je pense, à eux de payer et de le démontrer. Le coût des analyses, c'est probablement 300 à 500 $. Moi, je suis au milieu universitaire, c'est probablement pas la même chose, mais je pense que les labos privés, ça doit tourner, je dirais, autour de 500 $ par échantillon. Le volume, ben, c'est sûr que là, ben, il y en a qui ont trouvé ça drôle comment c'est fait à la télé. Il faut comprendre que la télé, c'est la télé. La réalité, c'est que pour faire des analyses de ce haut niveau-là, nous, au labo, on utilise à peu près un quart de cuillère à thé de matériel qu'on va extraire. Donc, c'est tout petit, tout petit. Le défi, c'est que ce quart de cuillère à thé-là, il faut qu'il soit représentatif d'un tas de fumier ou d'un tas de biosolides ou qu'il soit représentatif de ce qu'il y a dans un champ. Et donc, la difficulté, elle est vraiment là, elle est dans la représentativité. Et donc, bon, dans les cas qui ont été médiatisés, ben, moi, j'ai pris 2 échantillons. Chaque échantillon, c'était un composite de 12 cuillerées. Donc, c'est un gros pot où j'en prends 12 fois à différents endroits du tas. On mélange bien. Et ensuite, c'est de ce mélange-là qu'on va prendre un plus petit échantillon. Nous, on a lyophilisé puis on a fait des extractions. Donc, le défi, c'est on prend juste un petit morceau, mais il faut que ce petit morceau-là soit vraiment représentatif d'un tout qui est beaucoup plus gros. Puis ben, forcément, il y a des règles, il y a des façons de faire qui vont varier si c'est
un camion, si c'est un tas, si c'est un bassin au complet, si c'est un champ en entier. Donc là, ça varie. Et selon le cas, ça se peut qu'on ait plus qu'une analyse à faire. Puis même dans un pot, une fois qu'on a bien mélangé, si je prends 2 cuillères à thé 2 fois, ça se pourrait que mes 2 analyses ne soient pas identiques parce que je n'ai pas pris exactement la même chose dans mon pot. J'ai beau mélanger, etc. Je ne fais pas de dessin, là, mais des biosolides, c'est quand même hétérogène et ce n'est pas toujours homogène et tout beau, tout propre. Là. Ça varie pas mal. Donc, je ne sais pas si dans tes questions, je pense qu'il reste quelque chose? En fait, dans le même sens, puis je vais donner la parole à Manon. Si, par exemple, on trouve que les analyses dans votre laboratoire, elles ont montré que des concentrations sont très élevées par rapport au fumier, etc., quelles sont vos recommandations face à cette situation pour ce biosolide, en fait, puisque dans la présentation, vous nous avez parlé que l'incinération puis l'enfouissement, ce n'est pas vraiment des bonnes pratiques. On fait quoi, en fait, si vraiment ils sont extrêmement contaminés, les biosolides, on fait quoi avec ces... S'ils sont extrêmement contaminés, je pense que dans ce cas-ci, il faut incinérer. OK. C'est la meilleure façon de faire. S'ils sont intermédiaires, ben là, on va peut-être attendre de récupérer plus de sciences pour évaluer qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qu'on peut permettre ou pas. Et garder en tête qu'il y a peut-être des usages aussi au milieu forestier ou en réhabilitation de sites miniers, où il y a peut-être des cas où on pourrait les utiliser, ou s'il y a un petit peu plus de PFAS qu'ailleurs, on ne sera pas trop inquiet parce que ça ne sert pas à faire la nourriture. Là. Donc, il y a quand même beaucoup de cas de figure. Mais les plus contaminés, je pense que l'incinération est la meilleure piste. Là où ce que je ne veux pas qu'on tombe dans l'incinération, c'est que ça devienne la solution de facto pour toute la production de toute une ville de façon systématique et tout le temps. Ça, je pense que c'est vraiment une grosse erreur environnementale. Puis avec les changements climatiques, il ne faut pas qu'on aille là. Il faut qu'on nettoie. Il faut trouver c'est quoi qui pollue nos biosolides, puis il faut arrêter de les polluer ou les nettoyer, là, mais il ne faut pas les brûler. Manon, est-ce qu'on a d'autres questions dans ce sens? Simplement, en fait, pour faire le lien, il y avait une personne qui posait la question il y a des possibilités de contamination croisée aussi. Comment est-ce qu'on peut gérer ça dans les analyses? Pour le lien avec ta deuxième question aussi, Mohamed, il y avait une personne qui parlait aussi de potentielle décontamination, notamment par des arbres aussi, comme les saules, etc., qui pouvaient être des pistes de solutions peut-être. Donc, vous entendez peut-être là-dessus tous les deux. Pour les contaminations croisées, il y a quand même beaucoup de travail au laboratoire pour s'assurer que ce qu'on mesure est bien. Il y a beaucoup de contrôle de qualité. Il y a quand même plus facile de mesurer les traces de PFAS dans des solides que dans l'eau. Donc, quand on fait de l'eau potable, c'est beaucoup plus facile et plus délicat. C'est facile de contaminer un échantillon d'eau potable parce que ça prend une très, très petite concentration. Il y a, grosso modo, là, il y a un facteur 1000 dans les concentrations qu'on mesure dans l'eau potable et qui est 1000 fois plus petit et 1000 fois plus grand dans des biosolides ou dans des fumiers, etc. Donc, tu sais, il y a quand même une grosse différence. Donc, il faut faire attention. C'est vraiment une question de contrôle qualité au laboratoire, de méthode de travail, etc. Pour ce qui est de l'espèce de phytorémédiation, là, quand on utilise des plantes pour décontaminer, moi, je n'ai pas encore de données qui montrent qu'il y a une bonne accumulation dans les végétaux. Donc, on voit qu'il y a eu des fermes où il y a eu des problèmes dans le Maine, puis dans des cas extrêmes, il y en a un petit peu. On est en train de, ça fait partie du projet, on est en train de recueillir des données pour voir les transferts. Donc, il y a certains transferts vers les plantes, mais pour qu'une phytorémédiation fonctionne bien, il faut vraiment qu'il y ait un gros facteur de concentration. Il faut vraiment que la plante extrait beaucoup, beaucoup, beaucoup de PFAS. Et donc, il y a des hyperaccumulateurs ou il y a des plantes qui font ça pour les métaux. Donc, il y a des approches qui peuvent fonctionner pour les métaux. Mais pour les PFAS, la question est bonne, là, il faut aller l'explorer, mais je n'ai pas vu d'indication qui nous disait qu'il y avait une plante qui en accumulait beaucoup de PFAS puis que c'était une piste de solution intéressante. Puis, il faudra aussi, si on fait ça, on fait quoi avec la plante? On va aller l'incinérer probablement, là, mais on ne va pas la composter et la mettre dans un champ. Là. Si on a une plante qui a accumulé des PFAS, on va probablement devoir l'incinérer. Il y avait une petite dernière question, Mohamed, avant de te laisser continuer, qui était dans le lien avec ça. Est-ce qu'il y a des PFAS qui résistent à l'incinération ou est-ce que ça permet de les éliminer tous complètement?
si la température est assez élevée, la littérature est assez claire, mais ça prend des bonnes températures. Donc, un petit feu de camp là, ou une combustion standard pourrait laisser des traces de PFAS. L'enjeu, c'est qu'il y a certains PFAS qui sont volatiles. Et donc, la question, c'est est-ce que dans les façons de traiter nos déchets entre le moment qu'on a récupéré les biosolides et le moment qu'on les incinère ou dans les façons qu'on les traite, est-ce qu'on a des pertes par certaines formes de PFAS sous forme d'alcool ou autres qui se volatilisent et se transforment? Et donc, on s'est documenté que certains de ces PFAS-là, en fait, qui étaient les molécules de rechange, donc quand on a banni le PFOA et le PFOS, certaines des molécules alternatives sont plus volatiles et c'est en partie ça qui a contaminé le Grand Nord parce que c'est des molécules qui se volatilisent puis qui ensuite circulent à l'échelle du globe. Et en partie pour ça, il y a quand même des contaminations assez bien documentées sur les mammifères marins et les espèces du Grand Nord notamment. Parfait. Donc, si on revient, en fait, c'est les effets secondaires, c'est la population. Vous nous avez parlé que l'impact, en tout cas le plus important, c'est en lien avec le système immunitaire. Donc, c'est un affaiblissement du système immunitaire, probablement une prédisposition aux infections, etc. Qu'en est-il chez les animaux? Puisque moi, je travaille à la chaire de recherche en salubrité des viandes, donc je m'intéresse beaucoup à ce maillon de la chaîne alimentaire. Est-ce que chez les animaux d'élevage, et vous aussi vous intéressez à ce transfert sol-plante, est-ce que chez les animaux d'élevage, est-ce qu'il y a une bioaccumulation, bioamplification? Est-ce qu'on sait déjà le temps de demi-vie de ces contaminants chez l'animal? Est-ce que ces contaminants vont se retrouver dans les denrées alimentaires d'origine animale et en l'occurrence dans l'assiette du consommateur? Est-ce qu'on a des informations dans ce sens? On n'a pas il y a quand même des données publiées. Donc, on peut voir dans les données publiées, on peut faire un petit résumé, mais on n'a pas beaucoup d'informations sur la réalité chez nous au Québec, sur ce qu'il y a dans notre panier d'épicerie par rapport au PFAS. Nous, on a quelques données sur les poissons de pêche sportive qui sont un petit peu inquiétantes, mais par rapport aux poissons disponibles commercialement, par rapport à la viande, par rapport au lait, par rapport aux produits végétaux, farine ou autres, pas beaucoup d'informations. C'est quelque chose que j'explore aussi avec les partenaires ministériels, de voir comment on peut mieux documenter ça. Ce n'est pas bien documenté. C'est clair qu'on a quelques éléments au niveau de l'environnement où on voit que certains invertébrés, donc quelques études où des invertébrés aquatiques bioaccumulent les PFAS et des vers de terre, dans certains cas, peuvent bioaccumuler les PFAS. C'est comme il leur manquait certains mécanismes de détoxification et d'élimination. Mais bon, c'est les vers de terre, les invertébrés. Je ne pense pas qu'il y a ce cas-là chez les vaches ou les autres cas comme ça. Les éléments qu'on a sont un petit peu plus anecdotiques. Donc, je pense que là, ça fait partie de ce qu'on a besoin de documenter. Peut-être le corollaire, c'est on parle à nos belugas qui ont des soucis de santé et qui sont en partie affectés par des maladies et autres, des parasites. Et donc là, oui, si eux sont exposés particulièrement aux PFAS, qui réduisent leur système immunitaire, mais ça va les rendre plus susceptibles à toutes sortes de parasites, de maladies, etc. Puis c'est ce qu'on voit ou qu'on observe un petit peu. Mais c'est quoi la contribution de la pollution au PFAS sur nos belugas par rapport au BPC, puis au bromé, par rapport à tous les autres polluants auxquels ils sont exposés? C'est difficile. Même chose pour nous, là. C'est juste qu'il y a des données là, avec la vaccination qui montrent qu'il y a une réponse linéaire très claire pour les PFAS sur le système immunitaire. On peut présumer qu'il y a tout un paquet d'animaux avec des systèmes physiologiques qui ressemblent aux nôtres qui vont avoir des réponses comparables, là, notamment les mammifères. Mais pour le moment, on n'a pas beaucoup d'informations. Demi-vie, tu mentionnais la demi-vie, je n'ai aucune idée chez tous les animaux, mais chez l'humain, c'est entre 5 et 7 ans de demi-vie pour les molécules, selon la nature des molécules. Peut-être un peu plus, un peu moins pour certaines des molécules, mais c'est quelque chose qui va prendre
Plus qu'une décennie, quelques décennies à éliminer si on a une charge qui est trop élevée. Donc, ce n'est pas quelque chose qui s'enlève rapidement, mais ce n'est pas quelque chose non plus qui est avec demi-vie d'un siècle, là. On est dans une zone pas trop belle, mais qui pourrait être pire. Je ne sais pas comment dire. Effectivement, en fait, vous avez mentionné, c'est une diapositive extrêmement importante, vous nous avez présenté qu'ils sont largement utilisés, ces composés, donc textiles, emballage alimentaire, les cosmétiques. Et donc, moi, je me demande, est-ce qu'il existe des alternatives à l'usage de ces composés chimiques? Et si l'industrie, en fait, est prête de délaisser, de changer, en tout cas, l'utilisation de ces composés. Je fais le parallèle avec l'industrie agroalimentaire. C'est l'usage des antibiotiques où on a réduit d'une façon significative l'usage des antibiotiques, en fait. Puis, on a mis en place des alternatives, les prébiotiques, symbiotiques, les huiles essentielles, les phages, etc. Donc, est-ce qu'il y a cette même dynamique du côté des produits chimiques, les phages? Ben, je pense que ce n'est pas une réponse. C'est la question pertinente, mais il n'y a pas de réponse simple. Peut-être un des éléments, il y a quand même 3M qui a annoncé qu'il allait bientôt arrêter de faire la production de PFAS. Donc, c'est clair que c'est un des gros producteurs, un des gros joueurs chimiques mondiaux qui va passer à des alternatives. Je suis convaincu que si on dit qu'elle allait arrêter de faire des PFAS, c'est parce qu'ils ont quelque chose dans leur manche à base de silice, de silicone, d'autres choses. Ils ont des alternatives pour plusieurs des usages, mais est-ce que toute l'industrie va dire « Ah oui, OK, nous, on va arrêter de faire notre vache à lait qui nous fait faire des milliards de dollars rapidement? » Je ne suis pas certain. Je pense que là, il va falloir qu'il y ait des réglementations, puis il va falloir que le gouvernement bouge. Mais il va falloir aussi que comme consommateur, on se conscientise et qu'on bouge. Je ne comprends pas qu'il y a du popcorn qui se vend encore en sac à l'épicerie. Combien d'entre vous, on est beaucoup dans la salle, là? Il y a 300 personnes dans la salle. Combien de personnes ont des poêles anti-adhésives à la maison à base de Teflon? Il y a des alternatives sans PFAS, il y a des alternatives céramique, il y a plein de choses qui sont alternatives, mais ça en fait partie. Je présume qu'on a tous des vêtements de sport qu'on aime bien, qui respirent bien, puis sont imperméables, ne sont pas trop chauds. Il y a un bout que, oui, on peut demander au gouvernement de faire, mais il y a un bout qu'on doit faire nous-mêmes en faisant des choix et peut-être pas de commander, payer un petit peu plus cher pour avoir du Scotch Guard sur votre nouveau sofa. Peut-être pas. De vous rajouter une petite couche de PFAS sur le sofa où vous allez regarder la télé. Est-ce que c'est une bonne idée? Ben, c'est dur de quantifier exactement combien de ce PFAS-là qui est dans le sofa va rentrer dans notre corps, comment ça nous expose. On n'est pas en train de manger ou de licher notre sofa, j'espère, sauf les petits bébés peut-être. Mais c'est quand même une exposition, on en respire, ça fait des poussières dans la maison. C'est documenté que les tapis, c'est une grosse source, et donc les poussières dans la maison, il y a beaucoup de tapis, il y a plus de PFAS. Donc il y a plein d'expositions partout. Il faut qu'on fasse, un peu comme Santé Canada le disait dans leurs nouvelles recommandations, là, il faut qu'on réduise autant que c'est raisonnable. OK. Et donc, il faut faire attention à l'eau potable, là où il le mentionnait, mais il faut qu'on fasse attention dans nos sols agricoles. Il ne faut pas en mettre plus, il ne faut pas qu'ils s'en ramassent plus dans ce qu'on va produire dans nos champs, puis dans le lait, les vaches, les moutons, les œufs, les poules. Et de la même façon, dans l'air qu'on respire et partout ailleurs. Hein. Manon, est-ce que vous avez d'autres questions? Ça rejoignait en fait c'est ça, 2 questions, puis Sébastien là tu as répondu en partie, mais il y en avait aussi une autre qui était est-ce qu'on a une liste un petit peu de toutes les industries qui utilisent aussi des PFAS pour tous les usages dont tu as parlé, Sébastien, est-ce qu'on a un peu une liste exhaustive de tout ça pour mieux les cartographier? Puis là, il y avait une question, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen? Donc, je pense que Sébastien t'y a un petit peu répondu, mais peut-être qu'il y a d'autres actions aussi qu'un citoyen peut prendre pour agir là-dessus de manière auprès du gouvernement, par exemple, je ne sais pas. Ouais.
C'est sûr que les politiciens peuvent toujours faire des pressions, passer des messages, poser des questions au niveau de leurs politiciens. Je pense que ça, c'est toujours utile. C'est une démarche de longue haleine là, de changer des politiques, de changer les façons de faire. Et, ça ne se fait pas nécessairement très rapidement. Mais oui, je pense que tous un chacun, on peut en faire un bout. Oui, Dr. Sauvé, vous nous avez parlé que l'origine principale de ces contaminants, c'est la chimie. Donc, ils sont fabriqués, synthétisés dans des laboratoires. Et donc, est-ce que il y a, si je comprends bien, donc les événements naturels, les éruptions volcaniques, les feux de forêt, ils ne participent pas en fait à l'exacerbation de la concentration environnementale de ces composés. Mais est-ce qu'il existe un lien entre les changements climatiques, parce que nous, on parle beaucoup des changements climatiques, puis la présence de ces phases dans notre environnement? Une question peut-être philosophique. Oui. Ben, moi, le lien que je vois, et des fois, ça mérite un peu qu'on mette une emphase indue sur les changements climatiques, puis sur les tonnes de carbone, puis sur des degrés de température et juste le CO2. Je pense qu'on vit une époque de changements globaux qui sont beaucoup plus larges que juste la température et le CO2. Et je pense que les PFAS sont un très bel exemple de problème qui a contaminé le globe au complet. Donc, c'est un problème global à l'échelle du globe entier, avec des impacts un peu partout. Et donc, je pense que le terme que je préfère utiliser, c'est les changements globaux et comment on s'adapte aux changements globaux. Et je diminue en rien les enjeux de changement climatique. Je pense juste qu'il faut voir un petit peu plus large que juste les changements climatiques. Il y a d'autres problèmes et il y a des analogies aux pesticides qui sont quand même assez grandes où on utilise beaucoup de pesticides et ça devient un peu une solution par défaut d'utiliser les pesticides de façon un peu trop facile. Et donc, il y a aussi une pollution globale de pesticides qu'on mesure un peu partout. Ouais. Donc, je reviens, j'ai une dernière petite question, puisque c'est en lien avec la salubrité des aliments. Donc, nous, on travaille pour assurer en fait l'iniquité et la salubrité des aliments qui sont à la disposition du consommateur. Puis, on a commencé il y a quelques années de parler de la nanotechnologie. Donc, dans les emballages alimentaires pour prolonger la durée de conservation des aliments. Est-ce que dans la nanotechnologie, on utilise aussi ces composés? Il y a probablement certaines formes de nanotechnologie, de nanoparticules qui sont avec des PFAS ou avec un certain mélange. Nanotechnologie, ça réfère à ce qui est petit, donc de l'échelle nanométrique. Donc, il y a énormément de choses qui pourraient être intégrées dans tout ça. Donc, je suis convaincu qu'il y a certains éléments de PFAS qui vont être mélangés avec des... Mais bon, je ne suis pas sûr que c'est toujours positif. Là, on utilise les nanotechnologies comme pour encenser un nouveau produit, dire que c'est beau, que c'est bien. Mais bon, si c'est des nanoparticules de PFAS qui sont intégrées dans des enduits de poêle pour que ce soit anti-adhésif ou que ce soit mis sur des plaquages de métaux, ben oui, peut-être que ça existe, mais est-ce que c'est positif? Ça, je ne sais pas. Merci beaucoup. Donc, Manon, je vous laisse. Moi, j'ai fini en tout cas, mes questions. C'est très pertinent. Donc, je vous laisse si vous avez d'autres questions, puis conclure. Ben, on en a eu beaucoup là, on a eu 70 questions, donc mais on y a répondu un petit peu à certaines au fil de la discussion. Il y en a qui sont un petit peu plus précises. Peut-être que ce qu'on peut proposer, c'est donner une suite. On va noter ces questions-là, puis y répondre aussi via écrit, par courriel, etc. On fera un suivi pour les questions un petit peu plus précises parce qu'il y en a eu beaucoup. Il y a eu aussi, par exemple, des questions sur quel rôle peuvent jouer les conseillers municipaux. Est-ce que, par exemple, lors des chimistes aussi, il y a un rôle à jouer certainement. Comment mieux les accompagner dans cette gestion des PFAS. Donc, je pense que c'est plein de questions comme ça qui vont être super pertinentes à donner des suivis. Il y avait aussi des questions un petit peu plus sur l'eau. Donc, je vais peut-être te laisser, Sébastien, aussi conclure par rapport à ça, puis les suites qu'on va pouvoir donner aussi à cette activité. Bon, ben, merci Manon, merci Mohamed pour l'échange, c'était le fun. Puis je pense que c'est mieux de pouvoir discuter, échanger que juste moi qui parle sans arrêt.
Dans les suites, oui, c'est clair qu'il y aura sûrement d'autres occasions de se reparler pour, quand on aura plus de résultats, plus de données, il y aura probablement quelque chose à organiser avec les partenaires des ministères concernés pour transférer l'information et on verra sous quelle forme on fait ça. Il y a certainement des enjeux de PFAS dans l'eau potable. J'en ai évoqué un petit peu, mais il y a certainement d'autres enjeux. Il y aura des suites aussi. Là, il y a Santé Canada qui a émis des nouvelles recommandations pour commentaires. Donc, je pense qu'on verra avec l'UDM et Manon et l'équipe comment on pourrait faire une suite sur les PFAS dans l'eau potable. Donc, ce sera un autre événement plus tard quand on sera prêt à faire ça. Donc, c'est deux suites un petit peu différentes, là, mais je pense qu'il y en aura une qui sera spécifiquement pour les biosolides avec plus d'informations, collaboration des partenaires et les PFAS dans l'eau potable. Est-ce que j'oublie quelque chose maintenant? Ou est-ce que il va y avoir les suivis par courriel avec ce que j'ai mentionné. Donc, il y aura des liens pour le visionnement, pour vous inscrire au MOOC et pour ceux qui pourraient vouloir s'inscrire au programme de suivi volontaire des sols. Je ne peux pas promettre que ça va être gratuit, mais je suis en discussion avec les gens des ministères pour que ça puisse se faire. Et donc, tout le monde est de bonne volonté. C'est juste d'essayer de bouger des budgets très rapidement. Ce n'est pas facile pour personne. Non, c'est bon, c'est parfait. Merci beaucoup à vous deux, puis merci beaucoup à toutes les personnes qui ont été là aujourd'hui. Donc, on rendra disponible l'enregistrement. Puis, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions aussi, à m'écrire directement par courriel pour qu'on puisse vous répondre. Donc, merci encore à tous. C'est tout le monde. Merci.